Je te propose en enregistrant le podcast, qu'on essaie de le faire le plus en one shot possible, histoire qu'on n'ait pas trop de montage. Ouais. On est heureux de vous retrouver pour ce premier podcast où on va parler de voix, de pédagogie vocale, et où on s'est trouvé un petit nom, où tu nous as trouvé un petit nom absolument Oui, merveilleux. Comment ça s'appelle? oui, on est l'équipe des glottiques flamboyants. J'adore, je suis absolument fan de ce nom. Pourquoi ce nom tient à nous? En fait, il y a même une idée presque sérieuse là-dedans. C'est bien presque. Presque, Mais ça donne le ton du podcast. parce qu'en fait, mine de rien, en musicologie, une période qui m'a beaucoup marqué dans les petits modules de musicologie que j'avais fait il y a longtemps, c'était la période justement du gothique flamboyant avec l'organum et l'invention on va dire les prototypes de l'harmonie qui commencent à se mettre en place à partir du chant grégorien. Voilà. Mais du coup, à partir du glottique flamboyant, on commence à travailler sur des accords, quoi, des choses comme ça, on va dire, pour faire très simple, faire très vite. C'est l'organum de l'école de Notre-Dame. Et c'est l'époque du gothique flamboyant. Ouais. Donc, il y a quelque chose du départ de l'harmonie occidentale, du travail de la voix. Mais ça a quand Et en même fait, donné Gothique flamboyant, ce qui est absolument merveilleux, je trouve. voilà, ce qui est quand même une grosse blague, mais voilà. C'est quand même une grosse blague, mais sur un fond plutôt sérieux. C'est bien. Donc on a eu envie, c'est toi hein, qui m'as contacté il y a quelque temps pour que peut-être on se penche sur un projet d'écriture, et puis ça s'est transformé en podcast. Hum. Euh, Ce que je Ça, te c'est toi. propose, ça c'est moi le podcast, ouais, parce que j'aime bien parler. Je suis une grosse bavarde. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on se présente rapidement, histoire qu'on nous connaisse un petit peu dans ce podcast. Oui, très bien. Alors, je me présente. Bonjour, je m'appelle Arnaud Vernet. Aussi le Nône, quand je travaille plutôt comme compositeur de musique, ou voilà, Arnaud Vernel le Nône. Et je suis professeur de chant musique actuelle amplifiée, puisqu'on appelle ça comme ça. Et je suis professeur au CRR, au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, et au pôle supérieur Paris-Boulogne. Voilà. Et du coup, moi, eh ben, je m'appelle Emmanuelle Trinquez. De formation initiale, je suis kiné, mais ça fait un petit moment que je n'exerce plus. Et puis chanteuse en parallèle d'être kiné il y a un petit moment aussi, hein, on va pas se mentir. Et puis assez rapidement, j'ai relié mes deux activités, la kiné et puis le chant. Et j'ai pas mal fait de thérapie manuelle pour la voix pendant un temps. Et je suis devenue prof de chant petit à petit. Et notamment en commençant par aborder le geste vocal et la physiologie de la voix. Et il y a une bonne dizaine d'années maintenant, j'ai créé un centre de formation et mon activité principale, eh ben, c'est de former des professeurs de chant. Voilà, voilà. Je te propose qu'on parte sur nos sujets respectifs. On part sur les trois domaines de la voix. Petite Les, discussion autour de ça. les trois domaines de Allez. la voix, oui, ça c'est une discussion qu'on a eue donc ensemble, où je t'exprimais ma vision à moi de ce qu'est un cours de chant. Alors oui, dans mes activités au pôle supérieur et dans d'autres endroits, comme toi, je suis aussi amené à former des professeurs de chant, entre autres, des professeurs d'ailleurs de musique actuelle en général, mais de chant en particulier. Et je les invite souvent à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un cours de chant. Donc, du coup, j'ai développé un petit outil pour ça depuis plusieurs années, que tu as très bien résumé avec le nom de l'ABC du chanteur, hein. Parce que ABC du chanteur. je trouve que c'est pas mal, c'est bien. Parce qu'en fait, souvent, les jeunes professeurs de chant se focalisent sur certains domaines, par exemple la technique vocale ou autre, mais du coup, c'est pour être sûr qu'on n'oublie rien et qu'on fait un cours de chant assez complet. Du coup, ça a à voir avec les domaines de compétences du chanteur lead. Voilà. Qu'est-ce qu'un chanteur lead? Un chanteur qui prend la parole pour défendre un texte sur scène avec des musiciens. Et qu'est-ce qu'un chanteur lead doit développer comme compétence? Et donc, qu'est-ce que nous, profs de chant, on doit lui apporter? Euh, Mm. Et à partir de là, si on veut essayer d'être assez complet, ma vision à moi, c'est qu'il faut qu'on travaille sur trois domaines fondamentaux. Ces domaines, ils sont assez évident. Là, pour le coup, on est dans de la base, mais c'est ces fameuses bases non dites qui vont mieux quand on les dit, justement, parce que finalement, on Mm. se rend compte qu'on n'a pas oublié quelque chose.
Donc effectivement, quand on fait un cours de chant, les domaines, c'est évidemment la voix et la technique vocale. Souvent, on y pense vraiment tout de suite, hein, mais il y a un autre domaine qui est crucial, c'est la musique. Je dis ça parce que c'est pas toujours évident chez certains profs de chant qui vont pas forcément se dire qu'ils sont là pour développer aussi les compétences musicales de leurs élèves chanteurs. Des fois aussi parce que dans certains lieux, comme les conservatoires, il y a des cours de formation musicale, par exemple, à côté du cours de chant, donc ils se disent que c'est pas à eux de le faire, parce que la formation musicale le fait, etc. Voilà, c'est important. Moi, je pense que de toute façon, pour tous les cours d'instruments, c'est le cas, mais on est toujours des formateurs de musique, donc il faut absolument parler le plus souvent possible musique, saisir les outils musicaux de rythme, de mise en place, de compréhension de la carrure harmonique, des accords, etc. Il me semble que c'est vraiment indispensable que le prof de chant se saisisse dès qu'il peut de notions musicales. Le troisième domaine est un petit peu plus, j'allais dire, évident, parce que c'est l'interprétation, et ça, les profs de chant, ils pensent souvent. D'ailleurs, ils sont souvent parmi les spécialistes dans les équipes de conservatoire de l'interprétation. Là, Ouais. pour le coup, c'est plus les profs d'instruments qui oublient d'en parler en général. Mais c'est un domaine très important parce que l'interprétation, c'est comme la technique vocale. Il y a des outils, il y a des démarches, des méthodes, des façons de développer, de construire, de muscler son interprétation, de Mm, mm, construire mm. son personnage, sa personnalité, son identité. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation, identité, performance scénique, mémorisation, renforcement du mental. Voilà, c'est le domaine d'interprétation. Je mets tout ça là-dedans. Et ça fait quand même Largement, dans ce sens. une grosse partie, quoi. Même ne serait-ce que bah, la mise en confiance, se présenter devant un public, hein, tout simplement. Ouais. Voilà, ça me semble voilà, crucial. Et ce qui est intéressant quand on pense sur ces trois domaines, musique, interprétation, voix, c'est que en fait, il y a une sorte de résultat, si on les met ensemble, on peut dire il y a des mots qui sont intéressants, c'est par exemple le Ouais. phrasé d'un chanteur, le phrasé de la voix. Parce que le phrasé, il résulte de ces trois domaines. Le phrasé, il résulte du choix musical, de l'esthétique dans laquelle on chante. Voilà, si je fais du rock ou si je fais de la soul, etc. Mais il résulte aussi de l'interprétation, de ce que je suis en train de raconter, de l'imaginaire que je développe. Et il résulte aussi de ma technique vocale, enfin du type de son que je fais, etc. Et le phrasé, c'est justement, ça c'est une notion que je trouve vraiment intéressante, parce que souvent, on met le mot phrasé comme un mot un peu mystérieux. Ouais, c'est le phrasé, et puis c'est un peu flou comme ça. Et pour moi, c'est vraiment pas flou. C'est vraiment le résultat de ces trois domaines et on peut comparer les phrasés des chanteurs. Enfin, on peut les regarder, les analyser à l'aune de ces trois domaines. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant. Et l'autre chose qui est intéressante, qui est transversale aussi aux trois domaines, évidemment, ça va te parler aussi, Joël, c'est le corps. Parce que en fait, il y a un corps, il y a un corps de la voix, il y a un corps pour la voix, il y a un corps qui fait voix. Mais il y a un corps d'interprète aussi, il y a un corps qui est sur scène, il y a un corps qui doit donner du sens, donner de l'image, faire de l'imaginaire aussi. Enfin, il y a un corps sur scène, un corps au plateau, et puis il y a aussi un corps musical. Parce qu'il y a un corps du rythme notamment, ça, on en parlera peut-être, mais où il faut fabriquer moi j'appelle ça le Oui. corps rythmique de nos élèves. Donc il y a un corps rythmique, il y a aussi un corps harmonique, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui se fait dans le cerveau avec des connexions synaptiques, etc. Donc il y a un corps pour chacun des domaines, et donc le résultat du corps qu'on a en face de nous, il est aussi, pour moi, à la croisée des trois domaines. Ouais, c'est super intéressant, vraiment, c'est des concepts hyper intéressants. Et tu vois, quand on en discutait, je me disais, oui, ce qui parfois, enfin, en tout cas, moi, hein, dans ce que je peux voir chez les profs de chant, ce qui parfois fait un peu défaut, c'est le côté musical de la force, ce qui est quand même étonnant puisque on fait de la musique. Et ça me fait rebondir parce que, tu sais, j'ai pas mal de chanteurs avec qui j'ai travaillé qui me disent, moi, quand je travaille avec les musiciens, comme si eux, en tant que chanteurs, et ils n'étaient pas musiciens. Et ça me fait toujours bugger, parce que je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Enfin, un chanteur, c'est aussi un musicien et pleinement un musicien. Et ce qui fait que peut-être le fait que le chanteur se considère pas toujours comme un musicien, c'est un peu parfois j'ai l'impression, hein, le parent pauvre de la pédagogie vocale, c'est qu'on ne parle pas toujours tant que ça, au final, de musique, ce qui est quand même totalement Je, étonnant et aberrant. je pense qu'il y a une histoire, hein. Il y a vraiment une histoire de ça. Il y a une histoire du Ouais. chanteur non musicien. Alors je peux en témoigner parce que j'ai de la barbe très très blanche.
On a à peu près le même âge, hein. Ça, mais moi, ça se voit plus. Mais très, très, très clairement, enfin, c'était vraiment extrêmement saillant. Moi, j'ai commencé des études de chant lyrique parce que j'étais dans le monde du classique, d'une chorale religieuse, musique classique, etc. Donc pour moi, j'allais beaucoup à l'opéra. C'est vraiment un univers que je connais bien, que j'aimais énormément quand j'étais petit, adolescent, etc. Donc moi, j'ai commencé le chant lyrique et j'ai commencé le chant lyrique au début des années 1990. Hein. On parle d'un temps où les ptérodactyles volaient au-dessus de Paris, on leur donnait... Nous sommes des Bref, dinosaures. Allez, nous disons sommes des les dinosaures. dinosaures de la... On aurait pu s'appeler comme ça pour le podcast aussi. On est des dinosaures puisqu'à l'époque, en 1990, euh, quand j'étais dans la classe de chant lyrique, il était communément admis que les chanteurs étaient mauvais en musique, ne savaient pas lire la musique, comprenaient rien. C'était un truc un petit peu évident, quoi, un peu implicite comme ça. Et c'est vrai que on était un peu l'équivalent des batteurs de musique actuelle plus tard, dans les écoles de musique. J'adore la comparaison, je suis fan. Donc on disait, bon, de toute façon, c'est des chanteurs, voilà. On va leur faire un petit cours de solfège pour eux, quoi, parce que ce sera encore plus simple, parce qu'ils vont pas comprendre les trucs compliqués. J'exagère, je fais vraiment des grosses caricatures, c'est vraiment pour Ouais, rire. ouais, ouais. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de cette culture-là. Moi, je lisais un peu la musique. Je la lis d'ailleurs toujours un petit peu. Je la lis vraiment pas bien par rapport à ce que je devrais et ce qu'il faudrait que je puisse être faire. Mais à l'époque, je lisais un peu la musique et je faisais partie de ceux qui étaient ah ouais, tu sais lire la musique et tout. Enfin, c'était Ah, c'est bien. et alors que j'ai vraiment un niveau qui est terrible. Donc voilà. Donc Ouais, aujourd'hui, c'est par exemple, je me bats pour que mes étudiants, mes étudiantes soient bien meilleurs que nous avons pu l'être et qu'ils soient effectivement largement, sans problème, aussi efficaces, compétents dans les fondamentaux musicaux que les autres instrumentistes. Ouais, ouais, c'est vraiment une question que je me pose depuis un moment. Tu sais, dans la formation prof, on a une sélection et j'ai décidé clairement de ne pas sélectionner sur la compétence de savoir lire le solfège et autres, parce que je pense qu'on peut être musicien Bien sûr, sans forcément être lecteur, et que bien ça a sûr. pas, les deux sont pas forcément liés pour moi. Ça n'engage que moi, mais voilà. Mais je me rends compte à quel point quand même se sentir pleinement musicien pour l'enseigner, ben, c'est super important. Et que Ouais. beaucoup des profs qui sont en formation, ben, ils ne se sentent pas pleinement musiciens. Et je m'interroge en ce moment, mais comment construire un module de formation, quelque chose, pour qu'ils se sentent ben, ouais, vraiment musiciens et qu'ils ne disent plus, mais quand je joue avec les musiciens, ou voilà, que ce soit vraiment eux en tant que chanteurs qui s'emparent de la musique autant que les autres musiciens. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, ça me semble important aussi de dire ici, quand on parle de compétences musicales, que la lecture est une petite compétence musicale parmi toutes celles dont on a besoin pour être musicien. Ouais. Et que encore plus dans les musiques actuelles, pour le coup, les musiques actuelles amplifiées, euh, elles se définissent davantage par le son, l'enregistrement, que On se par la disait aussi partition. la dernière fois. Ouais, Voilà, ouais. que par la partition. Donc, Mm. quelque part, oui, c'est intéressant de développer la compétence de lecture. C'est même très utile quand on veut dialoguer avec des musiciens, etc. Mais il y a beaucoup d'autres compétences à monter. Donc, on peut être musicien largement sans lire très bien. C'est pas un souci. Mais par contre, être musicien, se sentir musicien, c'est-à-dire être très clair dans la proposition rythmique, dans les choix esthétiques qu'on fait, etc. Même dans l'idée d'arrangement. Si j'ai l'habitude de chanter avec un groupe basse, batterie, guitare et que je suis chanteur, il faut quand même que j'ai une idée de ce que font la guitare et la basse, qui est pertinent ou pas pertinent par rapport à ce que je suis en train de chanter. Il n'y a pas de raison que je laisse faire tout le monde ce qu'ils veulent et que je chante en essayant d'être dans le brouillard, Ouais, en complètement. priant pour qu'on se retrouve à la fin de la chanson. En priant très fort ou en attendant que les musiciens nous suivent. C'est ça. Alors que bah, c'est pas ça non plus. L'idée, c'est de faire de la musique ensemble, vraiment ensemble. Et effectivement, c'est d'autres compétences musicales. Il y a la lecture. Alors moi, en plus, la lecture, pour le coup, j'ai fait beaucoup de solfège, à la Sorbonne notamment, puis avant aussi, j'ai fait énormément de solfège parce que je voulais faire un bac F11.
Bon, ça n'a pas pu être fait, je raconterai un jour l'anecdote, je me suis un peu fait virer du conservatoire. Mais bon, oui, oui. Parce que je repiquais du Deep Purple sur les pianos du conservatoire à l'époque. Fallait pas. Et bon, fallait pas, fallait pas. Et puis, je pouvais pas lire la musique visuellement, je veux dire, parce que je ne vois pas. Donc, j'ai appris à lire la musique. Vraiment, on m'a, entre guillemets, forcé. Et à la Sorbonne, j'ai appris à lire les fameuses têtes clés, etc. Compétences que j'utilise absolument pas au quotidien. Mais par contre, j'utilise plein d'autres compétences musicales qui sont pas forcément la lecture. Mais le fait de savoir lire, même si je l'utilise pas, me permet aussi de mettre des codes sur ce que j'entends, d'avoir une représentation graphique, une visualisation, qu'on le fasse d'ailleurs avec une partition ou pourquoi pas avec des couleurs ou que sais-je. Mais voilà, d'avoir une représentation graphique de la musique, moi, ça m'aide beaucoup en tout cas, et à se sentir pleinement musicien. Et puis peut-être aussi, ça c'est une question, hein, c'est est-ce que en tant que chanteur, il est intéressant de s'intéresser, il est intéressant de toucher un instrument. Pourquoi pas avoir quelques notions d'harmonie et de tapoter sur un piano ou une guitare? Qu'est-ce que ça apporte au chanteur? C'est une vraie question, hein. J'ai pas Alors, la réponse absolue ouais, à cette interrogation. j'ai l'impression que je serais moins souple que toi. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, 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 J'ai j'ai l'impression qu'en fait, c'est indispensable, au minimum, d'utiliser le clavier pour comprendre l'harmonie et la poser. Enfin, voilà, la poser. Moi, en fait, quand je donne des cours au conservatoire à des débutants, ce qu'on appelle en conservatoire les premiers cycles, hein, qui démarrent la musique, etc., je leur dis, on a un objectif à la fin de ce premier cycle qui dure entre 2 et 4 ans en fonction du parcours. Moi, ce que je vous demande, c'est de vous accompagner au piano sur une ouais. chanson simple avec deux, quatre accords et que vous soyez capable de planter les clous en Ouais. changeant les quatre accords, en comprenant un peu ce que vous faites quand même, et en faisant le truc, voilà, et chanter votre chanson, voilà. Et pour moi, c'est vraiment une base en fait pour justement rentrer dans une certaine autonomie par rapport à la musique, pour essayer de la comprendre. Voilà. C'est pas très Ouais, très je très te difficile, mais ça me semble vraiment important. Et rejoins. l'autre chose aussi, d'ailleurs, ça me fait penser là quand on parlait, j'ai l'impression que il y a aussi un enjeu important. Enfin, pour moi, je défends beaucoup quand je forme les profs de chant sur l'idée d'accompagner ses élèves à la guitare ou au piano, même si on n'est pas des pianistes. Alors c'est mon cas, par exemple, je suis vraiment un pianiste moins le quart. J'utilise vraiment, j'ai deux doigts, la main gauche, la machin, enfin, c'est l'enfer, une catastrophe. Mais par contre, je tiens à accompagner mes élèves. Ouais. Je tiens à le faire parce que du coup, l'interaction qui se passe entre eux et moi au moment où ils chantent, il y a une vérité de la musique à ce moment-là. C'est-à-dire que il y a, Mm. voilà, et donc, que ça soit pour évidemment les élèves de Pôle Sup, tout le monde va me dire, bah oui, des élèves de classe préparatoire ou de Pôle Sup, c'est facile pour eux, on comprend. Alors que les débutants, tu vas jouer un truc, ils vont pas s'en sortir. Ben justement. C'est-à-dire que justement pour les tout débutants, quand ils viennent avec une chanson, je voudrais chanter ça, tac, avec des beats, des sons samplés, des synthés partout, des machins. Et puis qu'on fait, bon, ok, on se met au piano, on fait les accords, et puis tu chantes. Et tout de suite, immédiatement, on se pose des questions de repères musicaux, de fondamentaux simples. Ouais. Et donc, ça veut Ouais. dire qu'il faut leur apprendre à comprendre quel est le rapport entre ce que je suis en train de faire, que j'ai simplifié dans mon piano, et la musique qu'ils ont entendue. Et là, du coup, on développe des Ouais. vraies compétences de musicien, tout simplement, très naturellement. Ouais, complètement. Complètement. Je suis arrivée à la même conclusion que toi. Tu vois, autant pour les chanteurs, c'est vrai que je me suis posé la question, mais je te rejoins hein, à 300%. Je pense que c'est vraiment un plus indéniable, même pour les chanteurs, de toucher rapidement un piano, une guitare et de s'approprier ça. Et pour les profs de chant, bah, on a créé un module, tu vois, spécifique d'accompagnement au piano pour Bah les oui, profs de chant. Parce bah oui, qu'assez rapidement, on s'est c'est trop rendu important. compte que sans cet instrument-là, sans le piano dans un cours de chant, on y perd quelque chose, et notamment on y perd cet aspect musical. Mm. Euh, et que ça faisait partie des compétences du prof de chant, et puis derrière, bien sûr, du chanteur. Et que voilà, savoir toucher un piano, c'était super important. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, même de profs de chant en activité, hein, qui, pour l'instant, en tout cas, n'ont pas encore touché un piano. Ah oui, J'ai été mais
je peux comprendre parce que ça demande quand même beaucoup de travail, c'est pas évident. Mais, Voilà. complètement, complètement. En plus de ça, il y a aussi l'histoire du double cerveau, ce que je dis souvent, c'est-à-dire que donner un cours de chant en accompagnant, ça veut dire qu'on est en train d'accompagner, qu'on a une autre partie du cerveau qui écoute la voix, Ouais. qui doit accompagner le chanteur. Bon, moi, ce que je dis toujours à mes chanteurs, c'est une boulangerie, il va y avoir plein de pain, parce que c'est une boulangerie Paul, pain chocolat, tout ce que tu veux. Parce que comme je suis concentré quand même sur la voix, bah, des moments, tu vois, c'est pas possible, je suis obligé de faire des erreurs quand j'accompagne. Mais par contre, je tiens à le faire quand même. Pour moi, c'est pas du tout la même dynamique une fois que je suis au piano et que le chanteur chante avec moi. Ça change tout. Même si je suis pas contre, évidemment, de chanter sur une prod quand un élève vient avec sa compo, il a fait sa production et tout ça. On le fait aussi, évidemment. Mais je veux pouvoir reprendre le piano pour dire, tiens, sur le pré-refrain, tac, 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 vas-y, chante pour mettre quelque chose en place. Voilà. C'est très, très important. D'ailleurs, pour la même raison, Ouais, c'est super intéressant. quand j'arrive quelque part, je demande toujours un piano numérique. Et Ouais. les gens, parce que quand on a un piano acoustique, on ne peut pas transposer facilement. Et Ah, tu transposes sur le piano numérique? bien sûr, ce que Ah, je dis mais je toujours, peux pas faire ça, je peux pas et faire il ça. faut faire ça. Ça te gêne pas, ça te gêne pas. Quand le ré, il sonne pareil, ça te pose pas de problème. Non, alors ça fait des Ah, trucs mais c'est rigolos des fois. l'enfer. Des fois, ça fait des trucs rigolos parce que l'élève suivant, j'ai oublié d'enlever la transpo, il se met à chanter sa chanson de temps au-dessus, de temps au-dessus. Ça nous fait des accidents, mais qui peuvent être fertiles. Des fois, on découvre des choses. Ah ouais, en fait, tu peux le faire de temps au-dessus, on le savait pas. Enfin bon. Ah ouais, mais c'est, tu vois, ça j'en discutais aussi avec les profs de chant, parce qu'on a une jolie communauté de profs de chant, et certains peuvent transposer comme ça. Moi, je peux pas, parce que si j'appuie sur un ré et que c'est pas, j'ai pas le ré absolu, mais que c'est pas un ré Tu l'entends bémol quand ou même. un mi bémol, ça me fout un Ah, bordel. tu l'entends quand Tu même. vois, je suis là, mais non, mais c'est pas, ça ne le fait, tu vois, parce que les notes s'allument en couleur dans ma Non, tête. mais je comprends, je Le, comprends, je comprends. le ré, il est vert. Si je tape sur un ré et que ça sonne rouge, je bug complètement. Donc, il a fallu Ah, que j'apprenne disons que tu as la à chance d'avoir transposer. une super oreille que j'ai pas. Moi, j'ai vraiment une oreille vraiment relative. Mais par contre, tu es handicapé parce que du coup, ça t'oblige Ouais, à du coup, il faut que je transposer. transpose tout et ça me pose parfois En tout cas, souci. moi, je recommande vraiment pour les gens qui n'ont pas ton problème de pouvoir le De la petite transposer touche transpose. Ouais. parce que ça libère une charge mentale, Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, simplement. Et cette charge ouais, mentale que tu n'as pas à transposer, tu la mets au service de ton élève. ouais, complètement, complètement. Non, mais Et c'est super intéressant. ça me semble important, quoi, voilà. Ouais, bah, c'est super, c'est super. Alors, on s'est emballé, hein, t'as vu, ça y est, Ouais, hein, on a ouais, c'est parlé ça, des trois trucs, puis on en est à exactement. l'accompagnement au piano pendant les trois, On trois et l'avait pour- prévu. Mais en fait, on n'a pas fini le premier sujet quand même. Ah, on n'a Parce que pas fini. non, parce que Oui, quand vas-y, je fais fini, les fini. trois, voilà. En fait, quand je parle des trois domaines ABC, j'aime bien, pour finir cette histoire-là, puisque du coup, on a parlé de la musique, l'importance du domaine musique, mais quand je parle des trois domaines, musique, interprétation et voix, j'aime bien parler justement des compétences et des métiers, en fait, qui demandent ces compétences, parce qu'il y a plein de métiers cousins aux chanteurs lead. Et du coup, si on... Alors, j'essaie de le faire comme ça, c'est un peu sport, mais je le tente. Je le tente. Allez, vas-y, 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 tente, tente. Allez, on tente. Donc, si on dit que en A, on a la musique, en B, on a l'interprétation, et en C, on a la voix. Il n'y a pas d'ordre de priorité, hein, c'est pas en premier ou je sais pas quoi. C'est juste bon là, A, B, C, musique, interprétation, voix. Ces trois compétences, c'est le chanteur lead. Voilà. C'est le chanteur lead qui porte son texte avec un groupe, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est lui qui doit développer ces trois compétences. Donc le cours de chant, ça doit être basé sur ces trois compétences. Mais il y a des métiers où on ne demande pas forcément ces trois compétences. Et on peut vivre en faisant ça. Et par exemple, la compétence B, non A, pardon, musique, voilà. A plus C, c'est-à-dire musique plus voix, sans forcément une compétence d'interprétation au sens vraiment imaginaire, personnalité, identité, là, je suis vraiment là-dessus. Donc, il y a des gens, on leur demande pas de développer cette compétence d'interprétation, voilà, mais par contre, on leur demande d'être Ouais. musicien et d'utiliser leur voix avec maîtrise, avec une belle technique vocale et tout ça, ce qu'on appelle les choristes. Ouais, les choristes, ok. Hmm. Un choriste, il travaille, il met sa voix, il met sa compétence vocale et musicale. Ça, c'est quand même vraiment important. Il fait des tiers, des quintes, etc.
au service d'un projet soit collectif, s'il est dans un chœur ou dans un ensemble vocal, soit d'un projet d'un autre chanteur qui l'accompagne et dont il est le choriste. S'il accompagne quelqu'un dont il est le choriste, l'identité, l'imaginaire, le propos, c'est porté par la personne qui l'accompagne. Lui, il va surtout pas devenir un chanteur lead en plus qui fait ouais, c'est moi. Donc du coup, ça veut dire qu'effectivement, le choriste, il doit savoir quelque part mettre de côté son travail d'interprète pour être vraiment au service d'un projet collectif, musical et artistique. Non, mais c'est vrai, hein, je connais plein de gens qui s'épanouissent totalement hein, dans ce métier et c'est fabuleux. Les fois où j'ai essayé, bah, au bout d'un moment, je m'ennuie parce que je pense que cette deuxième compétence, en fait, plus de l'interprétation, peut-être c'est ce qui me tient le plus à cœur. Ouais, je comprends. Bon, c'était une parenthèse. Et on se rend compte aussi qu'il peut y avoir un métier où la compétence qu'on demande, c'est une technique vocale, une voix qui fonctionne plus que n'importe qui, quoi, une voix vraiment maîtrisée, voilà. Et l'interprétation, pour le coup, on a le domaine C et le domaine B qui sont des compétences très fortes. Mais au niveau musical, on peut ne pas avoir vraiment une exigence spéciale, et ça n'empêche pas des gens de travailler par milliers avec cette compétence de voix et d'interprète, ce qu'on appelle ça des comédiens. Je dis souvent que les comédiens sont aussi des gens qui doivent maîtriser la technique vocale. Il y a même des virtuoses de la technique vocale chez les imitateurs ou les voix off de dessins animés. Voilà, on s'en sert beaucoup, nous, pour faire des exemples aussi de changement de placement, de machin, etc. Donc, du coup, effectivement, ces gens qui maîtrisent bien, qui peuvent aller à une grosse maîtrise de la technique vocale. De l'interprétation, bien évidemment, ça, il y a pas de débat là-dessus. Mais effectivement, la musique Oui, est pas une compétence obligatoire, quoique effectivement, de plus en plus, on demande aux comédiens de chanter oui, dans les spectacles, etc. Ça, c'est sûr. Mais, mais c'est pas une obligation, quoi. ok, ouais. Et puis après, Et il y a un autre rôle, un troisième, qui a un rôle de quelqu'un qui fait de la musique, donc il doit être musicien d'une façon ou d'une autre, voilà, qui est créateur de musique même dans ce rôle-là, qui est aussi, pour le coup, porte une identité, un univers, un imaginaire, une poésie, mais à qui on ne demande pas forcément une compétence vocale particulière. Il peut tout à fait chantonner ou mal chanter même. C'est ce qu'on appelle l'auteur-compositeur-interprète. Ou quand on a une compétence de technique vocale, on est content, c'est un plus, c'est cadeau. c'est un plus, hein, quand même, hein, c'est un plus. C'est un plus. Mais moi, je prends toujours l'exemple de Jean Gilberto, tu vois, le chanteur de Bossa, parce que c'est quelqu'un qui chantonne, donc qui justement, vocalement, ne travaille pas du tout sur sa musculature vocale, etc. Il est vraiment sur un truc chantonné, il profite de ce que le micro peut lui apporter. Et par contre, il développe une musique extraordinaire, même assez complexe, au niveau harmonique, mélodique, etc. Et avec tout de suite une poésie immense, quoi. Mais après, on peut parler de Renaud, Vincent Delerme, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de gens qui ont des voix. Ils n'ont pas de compétences vocales en tant que telles. Ça serait comme difficile de le dire, honnêtement. Mais par contre, ça les empêche pas de faire des choses. Donc, on peut aussi avoir une compétence vocale limitée et faire des choses. Voilà, et être un chanteur intéressant ou un vocaliste intéressant, en tout cas, voire passionnant d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant comme manière de penser les choses. Après, moi, je trouve que des fois, tu vois, pour le coup, chanter, bah, je prends Astrid Gilberto parce que tu parlais de. Et moi, je prends pour les femmes parce que j'ai pas mal chanté bossa à une époque. Et je trouve ça, je me doute hein, que ça a été quelque chose de naturel et probablement peu travaillé. En tout cas, j'en sais rien d'ailleurs, je lui ai jamais posé la question. Mais je trouve ça hyper dur à chanter. D'être précis dans le souffle, juste, sans vibrato et tout. En fait, moi, je trouve que ça me demande une technique de ouf à reproduire. Tu vois? Enfin, je trouve que parfois, faire des vocalités plus expressives avec des sons puissants, etc., ben, c'est des fois un peu moins compliqué finalement Mais pour par moi. exemple, tu vois, c'est assez. Bon, là, on va rentrer dans un truc. Là, on ouvre un tiroir, hein. Mais ok. Oups! Si on parle d'Astrid Gilberto, tu vois, justement, le problème, je sais pas si c'est pas le terme, en fait, la difficulté dans laquelle elle se met, contrairement à Jean Gilberto, justement, c'est elle se met dans des tonalités où il y a des aigus, elle est pas dans le bas Et médium peut-être, pur de sa voix comme Jean Gilberto. Elle est pas dans le chantonnement, et peut-être. tu vois.
Elle va Ouais, chercher c'est des possible. aigus qu'elle a pas facilement non plus. Enfin, tu vois, donc elle se met un peu en difficulté, je trouve. Tu vois. Ouais, c'est possible, Alors c'est que possible. Jean Gilberto, il est vraiment dans le confort le plus total, quoi. C'est Oui, vraiment- il a l'air, hein. Ça a l'air hyper confort. Mais comme c'est pas dans ma tessiture, je peux pas, tu vois, je peux pas voilà, m'amuser à produire. voilà, ça pour une voix d'homme, pour moi, c'est vraiment le truc. Ah oui, c'est Gainsbourg aussi, quoi. Tu vois, c'est Ah oui, non, mais je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Mhm. quand Gainsbourg il fait le Poissonneur des Lilas, voilà, on peut pas, ouais, il chante, mais tu vois, c'est pas. Et j'ouvre le tiroir, mais je le referme instantanément, hein. Mais ça vaudrait le coup de parler du rôle de l'amplification, je pense, en musiques Bien actuelles sûr, amplifiées, et bien sûr. de tout ce que ça modifie, justement, Ouais. sur la possibilité d'expressivité et même vocale. Voilà. Bon. Tu vois, je l'ouvre, mais hop, regarde, il est refermé pour qu'on puisse passer à notre deuxième questionnement du jour.